Donc, bonjour à toutes et à tous. Cette journée internationale du multilatéralisme pour la paix arrive cette année presque simultanément avec la commémoration des 70 ans de la conférence de Bandung. Cette concordance des temps m'invite à souligner, avec l'Association française pour les Nations unies, que notre responsabilité collective est de penser le rapport entre le multilatéralisme tel qu'il est aujourd'hui pratiqué par ses acteurs et les principes sur lesquels il se fonde, car c'est dans la volonté de dépasser ce décalage que prennent forme les contestations constructives dont font aujourd'hui l'objet les grandes organisations multilatérales, et peut-être donc dans ce décalage que se trouvent aussi les projets pour leur refondation. Réfléchir à ce décalage nous permet aussi de dépasser les discours excessivement pessimistes et souvent empreints de culturalisme, discours selon lesquels le multilatéralisme, notamment onusien, serait dépassé, inadapté, incapable de fonctionner dans un monde multipolaire, apolaire ou décentré, et même, selon certains, tout simplement incompatible avec les modèles ou avec les référents des puissances émergentes qui le contestent aujourd'hui. Pourtant, l'héritage de la conférence de Bandung nous montre que ces contestations ne sont pas une nécessité et que l'issue de cette conférence ne dessinait pas un seul chemin historique possible, même s'il est vrai qu'une opportunité a sans doute été manquée d'écouter les aspirations à l'universalisme des 29 délégations asiatiques et africaines qui étaient représentées à cette première conférence afro-asiatique de l'histoire. Je suis donc très honorée de m'adresser à vous en cette journée et à l'initiative de l'AFNU pour vous inviter à réfléchir à cette tension fondamentale. Plutôt que de céder à une approche fataliste qui ne verrait que les échecs et que les contestations du multilatéralisme, revenir sur ce qu'était la conférence de Bandung à Bandung en avril 1955, c'est envisager les voies possibles de la revitalisation du multilatéralisme, sans angélisme, mais à partir de ce qui le fragilise aujourd'hui même. La conférence de Bandung a trop souvent été réinterprétée a posteriori comme un moment essentiellement contestataire, alors qu'une relecture attentive des textes et des discours de l'époque, et surtout des 10 principes adoptés à l'issue de la conférence, nous invite à nuancer considérablement cette interprétation. Il y a 70 ans, Bandung n'incarnait pas tant une rupture avec le multilatéralisme onusien, mais beaucoup plus une volonté de lui donner sa pleine mesure et une aspiration des acteurs indépendants, récemment décolonisés ou en passe de le devenir, d'être reconnus comme égaux et comme partie prenante du système international, à la fois individuellement et collectivement, en tant qu'hommes et en tant que nation, et par-delà les différences politiques qu'ils reconnaissaient avoir entre eux. J'irai même encore plus loin. La conférence de Bandung, c'est en fait un moment historique, non pas de contestation, mais de pleine adhésion aux principes universels consacrés par la charte de l'ONU. La charte est d'ailleurs explicitement citée 3 fois dans les 10 principes de Bandung, en tant que fondement des droits de l'homme, en tant que fondement du droit de chaque nation à se défendre et en tant que fondement de la primauté du règlement pacifique des différends. La charte est aussi la source implicite des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, de reconnaissance de l'égalité de toutes les races et de toutes les nations, ou encore de l'absence d'actes ou de menaces d'agression qui sont également consacrés parmi les 10 principes. Et en même temps, cette adhésion aux principes universels qui s'exprime à Bandung, elle s'accompagne aussi d'une volonté d'agir face à une réalité beaucoup plus complexe que les simples principes. Et elle s'accompagne d'une critique lucide de l'application différenciée, asymétrique de ces principes et des normes qu'ils fondent. La revendication fondamentale de Bandung n'était donc pas le rejet des normes et des institutions qui sont au fondement du système international, mais bien l'égale participation à la définition et à la mise en œuvre de l'universalisme. Et ce que met en lumière le résultat de la conférence de Bandung, c'est justement l'écart qui existe et qui persiste aujourd'hui entre l'idéal normatif du multilatéralisme et sa réalité empirique, qui est traversée par des rapports de force qui s'incarnent parfois jusque dans l'architecture des institutions. C'est une nuance qui est cruciale pour adopter un regard critique sur les dynamiques actuelles du système multilatéral et sur certains des discours qui s'entrechoquent, particulièrement ceux qui viennent opposer des récits civilisationnels à la possibilité même d'un cadre multilatéral global, mondial, universel. Les pays réunis à Bandung ne rejetaient pas cette possibilité d'un cadre multilatéral, mondial et universel. Ils ne proposaient pas de principes ou d'organisations alternatives fondées sur une quelconque particularité culturelle
ou civilisationnel, mais ils appelaient au contraire à un multilatéralisme fidèle à ses propres promesses d'universalité et d'égale participation. Un multilatéralisme, en somme, plus diversifié et plus égalitaire. En vocabulaire onusien, c'était en quelque sorte un appel à l'Assemblée générale contre les membres permanents du Conseil de sécurité, dès lors que ces membres permanents transgresseraient les fondements de l'institution. Alors, en cette journée internationale du multilatéralisme pour la paix, simultanée avec la commémoration des 70 ans de la conférence de Bandung, il n'est pas inutile de nous rappeler que les contestations actuelles du système multilatéral, elles s'inscrivent dans une histoire longue, très longue, d'appel à l'égalité et à la reconnaissance, plutôt que dans un rejet des principes universels, comme certains acteurs semblent avoir intérêt à le faire valoir. En revenant sur cette histoire longue, on peut tracer les contours d'une transformation contre les discours fatalistes ou négatifs concernant le multilatéralisme. Ce recul historique permet aussi de comprendre ce qu'ont été certaines erreurs stratégiques fatales au système qui auraient pu émerger, et ça n'a pas été le cas, de la conférence de Bandung, en particulier lorsque les États-Unis et certains de leurs alliés ont choisi d'essayer de réduire la portée de cet événement ou d'insister sur les divisions politiques entre les gouvernements représentés à la conférence plutôt que de valoriser leur aspiration partagée à l'universel. Dans le même temps, l'Union soviétique, de son côté, cooptait certains membres de la conférence et essayait d'en tirer les dividendes. Il n'est d'ailleurs pas anodin qu'aujourd'hui, le club de Valadaï publie un vibrant hommage à Bandung en oubliant, au demeurant, que l'URSS n'y était pas présente, mais en faisant des BRICS l'héritier direct de cet événement, alors que Bandung devrait bien davantage être célébré par les promoteurs du multilatéralisme onusien contre les discours différentialistes. L'Association française pour les Nations unies, par son travail d'éducation, de sensibilisation et d'analyse, contribue à cette réflexion collective. Je vous invite donc à rejoindre ces efforts de mobilisation pour un multilatéralisme qui accepte de se laisser interroger et renouveler, notamment à travers la compréhension de cette tension créatrice entre principes et pratique dans laquelle réside la possibilité d'un multilatéralisme vraiment négocié, inclusif et capable de répondre aux défis globaux auxquels nous faisons face collectivement.